Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Depuis son lancement il y a 1 an et demi, La Loupe a consacré pas moins de 6 podcasts à la Chine. Je ne connais pas toutes nos statistiques de tête, je vous rassure, je les ai recensés pour préparer cet épisode. 6 podcasts donc sur des sujets variés comme le durcissement de la ligne politique du Parti communiste, la crise de l'immobilier ou le taux de chômage des jeunes. Mais tous avaient 2 points communs. Le premier, c'est qu'ils évoquaient la politique zéro Covid, qui bouleverse à peu près tous les champs de l'économie et de la société chinoise depuis près de 3 ans. Et le deuxième, c'est qu'ils faisaient tous référence à une échéance en particulier. À l'approche du 20e congrès du Parti communiste, à l'automne prochain, où Xi Jinping sera reconduit pour un 3e mandat à la tête du pays. Le congrès historique qui doit faire de Xi Jinping le dirigeant chinois à la plus importante longévité depuis Mao Tse-tung. La Chine souhaite à tout prix éviter qu'il y ait le moindre rebond épidémique majeur. Pour lui, c'est important parce que cette année qui précède ce congrès, eh bien, il doit se montrer sous son meilleur jour. Il peut pas y avoir de désordres sociaux. Le 20e congrès du Parti communiste chinois a eu lieu, c'était il y a plus d'1 mois. Je ne vous en parlerai donc pas plus dans ce 7e épisode. Si je l'ai mentionné, c'est parce que certains observateurs de la Chine émettaient l'hypothèse que cet événement puisse constituer un tournant pour l'autre élément récurrent de nos podcasts, la politique zéro Covid. L'hypothèse qu'une fois son 3e mandat historique entamé, Xi Jinping desserre un peu l'étau dont 1,4 milliard de personnes sont prisonnières. Mais il n'en est rien, et c'est le sujet de ce podcast. La politique zéro Covid chinoise tourne à l'absurde et de plus en plus souvent au tragique, tandis que l'horizon de sortie est plus flou que jamais. Je me suis rendu compte d'un coup que tout le monde vit normalement là-bas, chacun fait ce qu'il veut. Un stade, ce sont des dizaines de milliers de personnes sans masque, mais pourquoi ici, en Chine, la situation est si différente ? Ce témoignage d'une jeune Pékinoise a été recueilli par le correspondant de l'Express à Pékin, Sébastien Lebelzik. Salut Sébastien. Salut Margot. Nos auditeurs l'auront peut-être compris puisqu'il est question de stade. On va commencer ce podcast en parlant de la Coupe du Monde, Sébastien. Oui, c'est un très bon point de départ, en effet, pour ce sujet, une sorte de coup de massue, de révélateur. Quand des millions de Chinois ont commencé à regarder les matchs de la Coupe du Monde à la télévision, ça sautait aux yeux. Les gens recommençaient à vivre normalement, pas de masque, pas de gestes barrières, des tribunes pleines, une ambiance de fête qui a surpris et parfois même choqué certains Chinois. Écoutez ce témoignage d'un jeune Chinois fan de football. Pourquoi les Chinois sont différents du reste du monde ? Parce que notre santé est plus fragile ? Parce que le variant Omicron est plus fort ? Il n'y a aucune raison. Il nous force à rester à la maison. Il nous force à rester à la maison. Tu confirmes, Sébastien, que la situation n'a absolument pas changé à Pékin depuis ton dernier passage dans La Loupe ? Non, absolument pas. Je dirais même que ça s'est un peu durci parce qu'on traverse actuellement une vague épidémique sans précédent en fait depuis 3 ans. Le nombre de cas à Pékin double quasiment tous les jours et je suis moi-même confiné en ce moment. Je l'ai découvert vraiment brutalement par hasard. Je descendais pour faire mon test quotidien et quelques courses et en arrivant en bas, je me suis rendu compte que les portes étaient fermées. Il y avait 3 vigiles à l'entrée. On m'a expliqué qu'il fallait que je remonte dardard chez moi et que l'immeuble était en confinement parce qu'il y aurait un cas de Covid dans l'immeuble. On n'a toujours aucune confirmation que ce cas existe bien, mais en tout cas, on est enfermé ici à la maison. On nous a livré un petit peu de nourriture, c'était assez surprenant. On nous a déposé devant la porte un gros sac de légumes avec des choux et des carottes. C'est censé durer 1 semaine. Alors, autant vous dire que quand on est confiné comme ça, il vaut mieux avoir prévu quelques réserves. Et puis, on est dépisté tous les jours, soit avec des autotests, soit il y a des agents sanitaires qui viennent nous dépister devant le pas de la porte, en fait. Et pourtant, Sébastien, il y a quelques semaines seulement, il était question d'un assouplissement de cette politique sanitaire. Oui, c'est ça qui a été très brutal, mal vécu par beaucoup ici en Chine, parce que le 11 novembre, le gouvernement avait annoncé une certaine levée des restrictions sanitaires, en tout cas des quarantaines assouplies pour les gens qui venaient de l'étranger, la fin des centres de confinement, vous savez, qui sont très controversés, décriés ici, d'immenses centres où des dortoirs sont installés, où les gens sont collés les uns aux autres, ce sont soit des cas contacts, soit
reçoit des malades dans des conditions spartiates absolument terribles. Et en fait, pas du tout, parce que le variant Omicron a encore fait des ravages. Il est arrivé en Chine et du coup, ces mesures soi-disant d'assouplissement ont immédiatement été annulées et ça recommence comme avant. Rien n'a changé en fait en Chine et je dirais même que ça s'est durci ces dernières semaines. Donc on a cru à un relâchement qui n'a pas eu lieu. Dans ton immeuble, c'est à nouveau le confinement. Comment le vivent les habitants ? Très mal, comme moi. Et c'est vrai que juste avant d'être enfermé dans mon appartement, j'avais eu l'occasion de discuter avec un de mes voisins, un professeur d'université à Pékin que j'avais interrogé. Il avait prévu de passer du temps avec sa fille qui vit aux États-Unis puisqu'il approche de l'âge de la retraite. Mais lui aussi se retrouve enfermé. Il est en quarantaine en fait pour la 3e fois déjà depuis le début de l'année. Il se rend en province et quand il revient à Pékin, il est placé à l'isolement 7 jours chez lui avec parfois des alarmes sur la porte. Ses tests de dépistage sont toujours négatifs. Donc, comme moi, en fait, lui, il comprend pas. Et c'est intéressant parce que lui, c'est un fonctionnaire, c'est un membre du Parti communiste. Et donc, il a l'impression véritablement que le régime marche sur la tête. Il est même assez en colère, en fait. Il parle d'arbitraire, il parle de décisions complètement folles. Et puis surtout, il s'inquiète de ne pas pouvoir voir sa fille puisque ça fait plus de 3 ans maintenant qu'il n'est pas sorti du pays. Moi non plus, d'ailleurs. Et cette politique sanitaire, vous la suivez au jour le jour grâce à une application, je crois, Sébastien. Oui, c'est ça. Ici, tout passe par le téléphone portable, que ce soit le pass sanitaire, le fameux QR code santé qu'on scanne pour rentrer dans tous les lieux publics. Et puis, effectivement, tous les matins, on regarde cette application sur le téléphone portable qui indique le nombre de malades, la proximité de ces malades. On sait que le plus proche, officiellement, est à 700 mètres de chez nous, par exemple. Donc, c'est quelque chose de très anxiogène. Et on voit des points rouges partout en ce moment sur cette carte. Pékin, ça ressemble un peu à un visage qui aurait la rougeole, et puis la ville est complètement déserte, les rues sont désertes, les écoles, les restaurants, les cinémas, les parcs, les salles de sport, tout est fermé, les gens sont en télétravail, sans parler de l'école, effectivement, les enfants ne vont plus à l'école depuis déjà plusieurs semaines, les étudiants sont enfermés dans les universités depuis 2 mois, donc on a une série comme ça de bulles sanitaires qui sont installées un peu partout. Je vous propose de commencer ces exemples avec Guangzhou, une grande ville du centre de la Chine. Et pourquoi cette ville en particulier ? Alors, sans doute, c'est une ville que vous ne connaissez pas, mais comme pratiquement tout le monde maintenant a un iPhone, c'est là-bas, très certainement, que ton iPhone a été assemblé, fabriqué. Un quartier de cette ville, on l'a surnommé iPhone City. C'est la plus grande usine d'iPhone du monde. Elle appartient à un sous-traitant d'Apple qui s'appelle Foxconn, une entreprise taïwanaise. Elle emploie normalement, en temps normal, plus de 200 000 ouvriers. Ils assemblent, on estime, environ 80% des nouveaux téléphones portables d'Apple. Eh bien, comme dans la quasi-totalité des usines chinoises, les ouvriers travaillent dans ce qu'on appelle en circuit fermé, c'est-à-dire qu'ils mangent, ils dorment, ils travaillent sur place, ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont plus aucun contact avec l'extérieur, avec des cadences infernales. Vous imaginez que Foxconn, qui travaille pour Apple, eh bien, doit accélérer la production alors qu'on approche des fêtes de fin d'année et que tout le monde espère avoir un iPhone sous le sapin. Et donc, la colère a gagné l'ensemble de cette usine d'iPhone City. Fin octobre, en fait, des milliers d'ouvriers ont fait le mur. Ils se sont enfuis et la production a considérablement ralenti. On estime qu'elle devrait baisser de 30% environ cette année. C'est bien qu'il y a même des cadres du Parti communiste qui ont été mobilisés. On leur a demandé de signer des contrats pour venir garnir les lignes de production de cette usine et des villages alentours ont dû aussi envoyer des habitants pour travailler à iPhone City. Des cadres du Parti communiste forcés d'aller remplacer les ouvriers qui fuient les mesures anti-Covid. En entendant cet exemple, Sébastien, on mesure bien jusqu'où le gouvernement chinois semble prêt à aller. Oui, et ça, c'est pas tout. C'est aussi une illustration d'un phénomène qui a explosé depuis le dernier épisode. Les manifestations et leur répression avec de plus en plus de violence. Rien ne semble calmer les manifestants. Toute la journée, les policiers en tenue de protection blanche ont tenté de bloquer les sorties du site. On veut rentrer chez nous. Des ouvriers à bout, prêts à en découdre avec une échelle ou tout ce qui peut leur passer sous la main. Ici, comme un symbole de la politique zéro Covid, ils s'acharnent sur cette cabine de test PCR. Beaucoup de nos auditeurs ont sûrement vu ces images saisissantes, Sébastien, des employés de la police sanitaire contraints de reculer face aux ouvriers de l'usine dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'ils réclament, ces ouvriers ?
Alors ces ouvriers n'ont pas véritablement de revendications politiques, hein. Ils veulent juste pouvoir rentrer chez eux, revoir leur famille, avoir en tout cas la liberté de travailler ou de ne pas travailler. Mais la police sanitaire n'a pas réussi à les contenir. On a vu effectivement ces images d'une police anti-émeute appelée en renfort pour verrouiller le site, mais les affrontements étaient extrêmement violents. Il y a aussi beaucoup de monde dans ces usines. Ils ont littéralement explosé. C'est un exemple parmi tant d'autres de la grande violence de part et d'autre dans le pays, des habitants excédés, des agents de sécurité sanitaire qui sont cachés derrière leur masque, qui ne retiennent pas leurs coups, qui agissent en quelque sorte en toute impunité. On a l'impression en fait de revivre un peu la révolution culturelle avec ces gardes rouges, sauf que là ils sont habillés en blanc, dans leur combinaison hazmat intégrale. On ne voit pas leur nom, on ne sait pas qui c'est. Ils sont surnommés ici les Dabais, ça veut dire les géants blancs, et ils peuvent débarquer à tout moment pour embarquer un malade ou un cas contact. Tu peux citer d'autres exemples de cette violence de part et d'autre, Sébastien ? Oui, c'est vrai que ces dernières semaines, en plus de ce qui s'est passé à Guangzhou, on a eu des scènes d'émeutes à Canton, on a eu des scènes d'émeutes dans de très nombreuses villes chinoises où des milliers d'habitants ont essayé de défoncer les barricades. Ils voulaient sortir de leur confinement, ils se sont affrontés avec la police alors que les quartiers entiers sont bouclés. Il y a des murs de tôle qui sont posés pour empêcher les gens de passer, il y a des barbelés, et puis il y a des cas individuels. La vidéo d'une jeune femme dans le sud de la Chine, à Canton, qui refusait de mettre des masques et brutalement, la police l'a menottée, l'a mise au sol et on la voyait accroupie comme une passionnariat, comme ça, au milieu de la foule. Mais elle refusait ces mesures qu'elle trouvait absolument injustes. Et ce genre d'image circule librement sur les réseaux sociaux chinois ? Non, ça circule pas librement, ça circule d'ailleurs de moins en moins, mais c'est viral, ça peut aller très vite puisque tout le monde filme tout le temps, que ce soit même les Dabais qui filment ce qu'ils sont en train de faire pour montrer après à leur chef qu'ils ont bien travaillé, et puis évidemment les manifestants qui filment tout et en permanence. Les images circulent un peu sur les réseaux sociaux, elles sont très rapidement nettoyées par la censure, mais on peut les récupérer, elles vont ensuite sur des réseaux qui ne sont pas accessibles directement en Chine et qui échappent à la censure chinoise. C'est le cas de Twitter, d'Instagram, mais aussi de Telegram. Ce sont des réseaux qui ne sont pas autorisés en Chine, mais on peut y accéder avec certaines applications pour contourner la censure. Et c'est comme ça qu'on peut voir ces images, et c'est comme ça qu'on sait aussi ce qui se passe un peu partout dans le pays. Sébastien, tu nous as dit que les revendications des manifestants d'iPhone City étaient uniquement liées au Covid et aux restrictions en vigueur dans leur usine. Mais on a vu ces derniers jours des vidéos sur lesquelles on entend des revendications beaucoup plus politiques. Oui, c'est vrai qu'on est passé d'une crise sanitaire à une crise politique avec une contestation vraiment jamais vue depuis 1989, puisque en fait tous les manifestants qui trouvent ces mesures insupportables ont fini par mettre en cause le gouvernement. Ils estiment que ce sont des décisions qui leur ont été imposées par Xi Jinping lui-même, le président chinois, qui est le véritable architecte de cette politique anti-Covid, et que donc c'est à lui de reconnaître l'échec de cette politique. En plus, il y a quand même des faits divers qui arrivent à mobiliser encore davantage les gens. La semaine dernière, en fait, un incendie dans la ville d'Urumqi, dans le Xinjiang, a tué 10 personnes parce que les secours, les pompiers n'ont pas pu arriver sur le lieu de l'incendie à cause des confinements. Ça a été un véritable choc dans le pays et des manifestations ont eu lieu quasi immédiatement devant la mairie d'Urumqi avec des milliers de personnes. Manifestations qui ont ensuite été suivies d'autres à Shanghai et puis à Pékin, à côté de la rivière Liangmare, c'est tout près du quartier des ambassades, et aussi dans les universités de Pékin. Là encore, c'est inédit, à Tsinghua, à Beida, de très grandes universités avec plus de 50 000 étudiants. Et on a pu même entendre pour la première fois, c'était véritablement inédit, des slogans politiques comme Xi Jinping démission ou à bas le parti communiste. Une contestation politique inédite depuis 1989 et donc les événements de Tiananmen au cri de Xi Jinping démission. À ce stade du podcast, une question s'impose. Combien de temps cette politique anti-Covid peut-elle encore durer ? Je précise pour nos auditeurs que tu as interrogé de nombreux spécialistes pour répondre à cette question, Sébastien, certains pour parler de politique et d'autres pour évoquer la situation sanitaire chinoise. On va faire le point et essayer de croiser leurs analyses ensemble. D'abord, sur le plan du Covid, est-ce qu'on a une idée de ce qui se passerait en cas d'assouplissement des restrictions ?
Alors probablement, c'est ce qu'estiment les médecins ici, il y aurait des millions d'infections, mais ça ne veut pas dire des millions de morts, parce que le variant Omicron est beaucoup moins dangereux, même s'il se transmet beaucoup plus facilement. Et la vérité, en fait, c'est que les autorités mettent beaucoup d'énergie à contrôler tout le monde, à nous dépister tous les jours, plutôt qu'à trouver une solution vraiment pérenne pour vivre avec le virus. C'est ce que nous disent en tout cas les médecins officiellement. Plus de 90% des Chinois sont vaccinés, mais c'est vrai qu'on constate un très faible taux de vaccination chez les personnes âgées, 40% seulement des plus de 80 ans. Et d'ailleurs, le gouvernement a annoncé qu'il allait mettre l'accent sur ces vaccinations. Mais ça semble là encore totalement illusoire. D'abord pour des questions uniquement nationalistes, patriotiques. Les vaccins étrangers ne sont pas acceptés en Chine. Pas de vaccin ARN messager. Et donc peu de vaccins qui sont véritablement efficaces. Les 2 seuls vaccins autorisés, Sinovac et Sinopharm, sont des vaccins d'ancienne génération qui n'ont d'ailleurs pas été réadaptés pour les nouveaux variants. Ils sont très peu efficaces en fait. Il y avait eu un accord début novembre lors de la visite du chancelier Scholz ici à Pékin pour la distribution du vaccin Pfizer en Chine, mais rapidement le gouvernement a annoncé que ce vaccin serait réservé aux seuls étrangers. Donc c'est totalement fou, ça a là encore beaucoup choqué les Chinois. Donc vous le voyez bien, une éventuelle levée des mesures aurait des conséquences sanitaires, mais pas seulement. Comment ça ? C'est aussi et surtout une question de discours. Depuis 3 ans, le gouvernement nous dit ici que le virus est très dangereux, que la Chine est le meilleur pays du monde pour protéger son peuple. Tous les soirs à la télévision, on nous égrène le nombre de victimes aux États-Unis, ce qui est totalement ironique. Et puis, il y a un rapport de la banque Nomura qui a été publié fin novembre qui nous explique effectivement que une grande majorité des Chinois, notamment les personnes âgées, continuent de penser que le Covid a un taux de mortalité très élevé et des conséquences très graves. Donc, personne n'a pris en compte en fait l'évolution de ces variants. Et on voit bien qu'il est tout à fait possible que si le gouvernement assouplissait ces mesures, ces gens ne comprendraient pas ce qui se passe, ils pourraient même se rebeller contre un éventuel assouplissement et ils auraient peur des contaminations, ce qui pourrait provoquer là encore des désordres sociaux encore plus graves peut-être que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc si je te suis bien Sébastien, la propagande de Xi Jinping au début de la crise du Covid joue aujourd'hui contre lui. Oui, clairement. Si vous vous souvenez, en mars 2020, il s'était rendu lui-même, Xi Jinping, à Wuhan, le berceau de l'épidémie, pour crier sa victoire sur le virus, vanter la supériorité du modèle chinois. Donc le zéro Covid, en fait, c'est sa politique à lui, Xi Jinping, et la remettre en cause, ce serait remettre en cause son autorité, remettre en cause ses décisions, finalement perdre la face. Donc il y a très peu de chances, et c'est ce que nous disent d'ailleurs tous les experts ici, il y a très peu de chances que le gouvernement chinois revienne sur cette politique. Et d'ailleurs, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a dit que cette politique resterait en place et qu'avec l'aide du peuple et du parti, ils allaient vaincre le Covid. C'est donc, vous voyez, on a l'impression qu'on revient 2 ans en arrière et que finalement rien n'a changé ici. Très peu de chances que la Chine abandonne la politique zéro Covid, donc. Et pourtant, il y a un autre argument qui pourrait peser dans la balance, Sébastien, c'est celui de l'impact économique de cette politique, alors que le reste du monde a, lui, levé ses restrictions sanitaires. Oui, c'est ça. La situation économique est absolument catastrophique en Chine. Selon la banque japonaise Nomura, c'est 20% du PIB chinois qui est affecté par le Covid. Le chômage des jeunes est au plus haut. On en a déjà parlé. Un jeune sur 5 au chômage, c'est absolument énorme. Et cette colère qui monte en Chine, elle vient des gens ordinaires, mais aussi des fonctionnaires locaux qui ne comprennent pas pourquoi ils passent toute leur énergie à lutter contre le Covid. Et puis surtout les petits commerçants, les petites entreprises qui n'ont aucun moyen de s'en sortir, aucun moyen de subsistance. Donc ça devient extrêmement difficile pour eux. Eux aussi, ils sont exaspérés et surtout, ils n'ont plus rien à perdre parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus d'avenir. Il y a des experts qui nous disent d'ailleurs qu'une autre année de zéro Covid pourrait amener la Chine à un point de rupture et que le pays ne s'en remettrait pas. Et pourtant, on s'y dirige tout droit puisqu'on n'envisage pas ici une réouverture de la Chine avant mars 2023. Donc, autant dire qu'on court à la catastrophe. Et je voudrais qu'on évoque un dernier aspect ensemble, Sébastien, c'est celui du contrôle exercé sur la population chinoise par le gouvernement. On l'a déjà décrit dans plusieurs épisodes de La Loupe. Est-ce qu'on peut envisager aussi que le pouvoir hésite à renoncer à cette politique zéro Covid parce que c'est un outil de répression supplémentaire ? Oui, effectivement, on a vraiment le sentiment que cette politique zéro Covid sert les intérêts du parti, même s'il dessert ses intérêts économiques. En tout cas, au niveau politique, il peut tout à fait s'en servir. D'abord parce que maintenant, il y a ces outils de traçage qui sont liés au contrôle de l'épidémie et le parti sait absolument tout sur nous, où nous allons, ce que nous faisons. On le voit d'ailleurs, quand un cas est identifié, on a ensuite la liste de tous les endroits où il est allé, minute par minute. C'est assez incroyable et tout ça avec le traçage du téléphone portable.
Et puis si des manifestants ont tendance à trop s'exprimer, à parler trop fort, on a constaté que parfois leur QR code santé passait au rouge, ça veut dire qu'ils peuvent plus sortir. Et dans ce cas-là, effectivement, autant on peut essayer de lutter contre des arrestations arbitraires, autant lorsqu'on vous dit que vous êtes malade, vous devez rester chez vous, ou il y a des cas contacts à côté de chez vous, vous ne pouvez pas quitter votre appartement. Qu'est-ce que vous pouvez faire, à qui vous pouvez vous adresser et comment lutter contre cette dictature sanitaire? Comment lutter contre cette dictature sanitaire? Ce sera peut-être le sujet de notre 8e podcast sur la Chine. Merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup Margot. Sébastien Levelzik, correspondant de l'Express à Pékin. Tous tes articles sont disponibles sur l'express.fr. Vous pouvez aussi y retrouver toutes les analyses du service Monde, y compris sur la Chine. Profitez-en, le premier mois d'abonnement ne coûte qu'1 € en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez aussi à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Apple Podcast, Deezer ou Podcast Addict. Vous pouvez nous mettre des étoiles si ça vous plaît, nous laisser des commentaires ou nous écrire à laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cros. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.